L'oiseau, lancé, se leva, un verre de champagne à la main. Je bois à notre délivrance. Tout le monde fut debout. On l'acclamait. Les deux bonnes sœurs, elles-mêmes, sollicitées par ces dames, consentirent à tremper leurs lèvres dans ce vin mousseux dont elles n'avaient jamais goûté. Elles déclarèrent que cela ressemblait à la limonade gazeuse, mais que c'était plus fin cependant. L'oiseau résuma la situation. C'est malheureux de ne pas avoir de piano parce qu'on pourrait pincer un quadrille. Cornudet n'avait pas dit un mot, pas fait un geste. Il paraissait même plongé dans des pensées très graves et tirait parfois d'un geste furieux sa grande barbe qu'il semblait vouloir allonger encore. Enfin, vers minuit, comme on allait se séparer, l'oiseau, qui titubait, lui tapa soudain sur le ventre et lui dit en bredouillant: « Vous n'êtes pas farce, vous, ce soir. Vous ne dites rien, citoyen ?» Mais Cornudet releva brusquement la tête et, parcourant la société d'un regard luisant et terrible: « Je vous dis à tous que vous venez de faire une infamie. » Il se leva, gagna la porte et répéta encore une fois: « Une infamie !» et disparut. Cela jeta un froid d'abord. L'oiseau interloqué restait bête, mais il reprit son aplomb, puis tout à coup se tordit en répétant: « Ils sont trop verts, mon vieux, ils sont trop verts. » Comme on ne comprenait pas, il raconta les mystères du corridor. Alors, il y eut une reprise de gaieté formidable. Ces dames s'amusaient comme des folles. Le comte et M. Carré-Lamadon pleuraient à force de rire. Ils ne pouvaient croire. Comment? Vous êtes sûr? Il voulait... Je vous dis que je l'ai vu. Et elle a refusé? Parce que le Prussien était dans la chambre, à côté. Pas possible. Je vous le jure. Le comte étouffait. L'industriel se comprimait le ventre à deux mains. L'oiseau continuait: Et vous comprenez, ce soir, il ne la trouve pas drôle, mais pas du tout. Et tous les trois repartaient, malades, essoufflés, toussant. On se sépara là-dessus. Mais Madame Loiseau, qui était de la nature des orties, fit remarquer à son mari, au moment où il se couchait, que cette chipie de petite Carré-Lamadon avait ri jaune toute la soirée. Tu sais, les femmes, quand ça en tient pour l'uniforme, qu'il soit français ou bien prussien, ça leur est, ma foi, bien égal. Si ce n'est pas une pitié, Seigneur Dieu. Et toute la nuit, dans l'obscurité du corridor, coururent comme des frémissements, des bruits légers, à peine sensibles, pareils à des souffles, des effleurements de pieds nus, d'imperceptibles craquements. Et l'on ne dormit que très tard, assurément, car des filets de lumière glissèrent longtemps sous les portes. Le champagne a de ces effets-là. Il trouble, dit-on, le sommeil. Le lendemain, un clair soleil d'hiver rendait la neige éblouissante. La diligence, attelée enfin, attendait devant la porte, tandis qu'une armée de pigeons blancs, rengorgés dans leurs plumes épaisses, avec un œil rose, taché au milieu d'un point noir, se promenaient gravement entre les jambes des 6 chevaux et cherchaient leur vie dans le crottin fumant qu'ils éparpillaient. Le cocher, enveloppé dans sa peau de mouton, grillait une pipe sur le siège, et tous les voyageurs radieux faisaient rapidement empaqueter des provisions pour le reste du voyage. On n'attendait plus que Boule de Suif. Elle parut. Elle semblait un peu troublée, honteuse, et elle s'avança timidement vers ses compagnons qui tous, d'un même mouvement, se détournèrent, comme s'ils ne l'avaient pas aperçu. Le comte prit avec dignité le bras de sa femme et l'éloigna de ce contact impur. La grosse fille s'arrêta, stupéfaite. Alors, ramassant tout son courage,
Elle aborda la femme du manufacturier d'un « Bonjour, madame », humblement murmuré. Tout le monde semblait affairé, et l'on se tenait loin d'elle, comme si elle eût apporté une infection dans ses jupes. Puis on se précipita vers la voiture, où elle arriva seule, la dernière, et reprit en silence la place qu'elle avait occupée pendant la première partie de la route. On semblait ne pas la voir, ne pas la connaître. Mais Madame Loiseau, la considérant de loin, avec indignation, dit à mi-voix à son mari. « Heureusement que je ne suis pas à côté d'elle. » La lourde voiture s'ébranla, et le voyage recommença. On ne parla point d'abord. Boule de Suif n'osait pas lever les yeux. Elle se sentait en même temps indignée contre tous ses voisins et humiliée d'avoir cédé, souillée par les baisers de ce Prussien, entre les bras duquel on l'avait hypocritement jetée. Mais la comtesse, se tournant vers Madame Carré-Lamadon, rompit bientôt ce pénible silence. Vous connaissez, je crois, Madame d'Étrelles? Oui, c'est une de mes amies. Quelle charmante femme. Ravissante, une vraie nature d'élite, fort instruite d'ailleurs, et artiste jusqu'au bout des doigts. Elle chante à ravir et dessine, dans la perfection. Le manufacturier causait avec le comte, et au milieu du fracas des vitres, un mot parfois jaillissait. Coupon, échéance, prime, à terme. Loiseau, qui avait chippé le vieux jeu de cartes de l'auberge, engraissé par 5 ans de frottement sur les tables mal essuyées, attaqua un bésigue avec sa femme. Les bonnes sœurs prirent à leur ceinture le long rosaire qui pendait, firent ensemble le signe de la croix, et tout à coup, leurs lèvres se mirent à remuer vivement, se hâtant de plus en plus, précipitant leurs vagues murmures comme pour une course de rémousse, et de temps en temps, elles baisaient une médaille, se signaient de nouveau, puis recommençaient leur marmottement rapide et continu. Cornudet songeait, immobile,